Bonjour et bienvenue dans votre émission économique Éco-Débat. Comme chaque semaine, nous décortiquons l'actualité économique du continent et cette semaine, nous parlons de ces secteurs qui font bouger l'économie africaine. Est-ce que le secteur agricole ou est-ce que ce sont les hydrocarbures? Qu'en est-il de la transformation locale des matières premières dans un contexte de visée étrangère accrue sur les richesses africaines? Nous avons évoqué l'ensemble de ces questions avec nos invités. Il s'agit d'abord de François Conradi, économiste senior à l'Economics Oxford Africa. François Conradi, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Omar, merci de m'avoir invité. Notre deuxième invité s'appelle Prao Yao Séraphin. Il est maître de conférence agrégé en économie en duplex avec nous depuis Paris. Bonjour à vous, professeur Yao Prao. Bonjour, monsieur. Je vous remercie pour l'invitation de ce matin. Merci de l'avoir accepté. Également avec nous depuis Douala au Cameroun, Paul-Francis Nathanaël Tonnier, expert en droit des ressources naturelles et du développement durable. Nathanaël Tonnier, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons parler au cours de cette émission de ces secteurs qui sont censés faire bouger le continent. Tout d'abord avec François Conradi. Alors, à l'Economics Oxford Africa, quel secteur voyez-vous tirer la croissance économique africaine en 2026? Alors, on peut en parler de pays en pays parce que c'est une question qui a une réponse différente pour chaque pays. Mais je pense, parlons d'abord des grandes tendances géoéconomiques qui vont influencer tous les secteurs et tous les pays. Donc, en commencer, il y a les prix des hydrocarbures qui sont relativement bas et en train de baisser davantage. Le prix de l'or et des métaux premiers qui sont élevés et risquent de rester élevés sur l'année. Il y a les taux d'intérêt qui sont en train de baisser et déjà assez bas relativement pour la plupart des pays d'Afrique. Et ensuite, il y a le phénomène La Niña qui va influencer surtout sur l'Afrique de l'Est et la Corne de l'Afrique les perspectives pour l'agriculture. Donc, dans tout ça, ce sont des tendances qui tendent à favoriser un développement industriel. Parce que quand les industriels ont accès à un capital bon marché et des entrants énergétiques surtout bon marché, ils peuvent développer l'industrie. Donc, l'industrie a le vent en poupe, on peut dire. Après, de pays en pays, ça va dépendre de quels projets sont en train d'être lancés par les gouvernements. Donc, on reviendra justement sur les cas, les études de cas de ces différents pays. Alors, professeur Séraphin Prao Yao, alors, de votre côté, quel autre secteur, ou bien peut-être confirmez-vous ce que vous venez d'entendre là en termes de secteurs qui sont censés tirer la croissance africaine en 2026? Effectivement, je pense que les secteurs qui vont tirer la croissance en 2026 sont les secteurs qui ont déjà aidé certains pays, n'est-ce pas, à maintenir des taux de croissance élevés. Je pense d'abord au secteur agricole. Il ne faut pas oublier que les pays africains sont des économies éminemment agricoles. Le secteur agricole représente pour l'Afrique tout entière 23% du PIB et représente entre 55 et 60% de l'emploi. Et donc, ce secteur-là, je pense qu'il va continuer, n'est-ce pas, à représenter de façon dynamique, n'est-ce pas, une part très importante pour l'économie africaine. Deuxièmement, vous avez aussi, n'est-ce pas, le secteur des infrastructures. Vous savez bien que notre continent, l'Afrique, aujourd'hui, a un déficit d'autour de 2% du PIB, ce qui représente à peu près un investissement que nous devons faire entre 68 et 108 milliards de dollars. Donc vous voyez qu'en la matière, il y a une marge de progression, n'est-ce pas? Il y a un rattrapage à faire de ce côté-ci. Et donc je pense que les pays africains vont continuer à faire en sorte que le secteur des infrastructures constitue un secteur très important. Et puis troisièmement, il y a aussi le secteur industriel, comme il a dit mon collègue, parce que nous avons fondamentalement un grand retard en matière industrielle. L'Afrique tout entière aujourd'hui est une économie essentiellement agricole qui exporte quasiment des produits à faible valeur ajoutée. On ne peut pas continuer, nous en tant qu'Africains, à être un réservoir de matières premières
et un déversoir des produits manufacturés. Il faut que nous fassions comme la Malaisie pour que nous arrivions à exporter des marchandises de partout dans le monde, et pas n'importe quelle marchandise, mais des produits manufacturés. Donc je pense que le secteur industriel aussi va constituer un secteur majeur. Et à cela, il faut ajouter aussi le secteur des hydrocarbures et le secteur minier. Vous savez que nombre de pays aujourd'hui ont découvert le pétrole et le gaz, la Mauritanie, le Sénégal, le Mozambique. Et donc, du coup, je pense que ces secteurs-là vont dynamiser, à mon humble avis, l'économie africaine en 2026. Donc, le secteur agricole, les infrastructures, mais aussi donc le secteur industriel et les énergies donc, disons, fossiles. Alors, les énergies fossiles, justement, et là, je m'adresse à Paul Francis Nathanaël, qui est expert en la matière. Du côté des industries extractives, quelles sont les tendances qui se dégagent? Avec plus de détails, bien évidemment. Merci bien, cher ami. Écoutez, je suis parfaitement d'accord avec mes co-panélistes. Disons qu'en 2026, l'Afrique devrait connaître une transition vers l'énergie, des énergies dites les énergies renouvelables et le développement des mines essentielles, sans oublier l'exploitation et l'amélioration continue des hydrocarbures, avec des investissements constants qui resteront une priorité. Et vous savez, comme viennent de dire les autres, l'Afrique ne va pas continuer à être un pays qui fournit des matières premières à l'extérieur sans pouvoir les transformer localement. Donc, on voudra mettre un point d'honneur là-dessus. Mais sinon, en ramasser, les énergies renouvelables vont pouvoir nous tirer vers une croissance économique en Afrique en général. Maintenant, nous irons dans le cas par cas au cours de l'émission. Nous aurons donc des cas par cas. Alors, tout à l'heure, on parlait de ces cas par cas, c'est-à-dire des pays par pays, au-delà de ces secteurs-là. On reviendra sur le cas par cas. Mais François Conradi, on a cité le secteur agricole, le secteur des énergies fossiles notamment. On a aussi cité le secteur des mines, hein, si je ne me trompe pas, entre autres, et des infrastructures. Alors, est-ce que c'est dans la même tendance que les années précédentes, ou bien en cette année 2026, on devrait y avoir une certaine accélération par rapport à leur contribution à la croissance africaine? Nous attendons, là, en ce début d'année, nous attendons à certains développements très importants dans certains pays. Donc, je pense au pétrole ougandais du lac Albert, où nous préverons que dans le 3e trimestre, ce pétrole va commencer à être exploité. Il y a le port de Bagamoyo en Tanzanie qui vient d'être lancé en janvier. Ils vont commencer à travailler sur cela. Ça, c'est un projet à plus long terme, mais quelque chose qui va aider la Tanzanie à tirer profit de sa très grande population et traduire ça en croissance économique. Il y a également en Tanzanie un chemin de fer qui, aussi en facilitant le transport des matériaux et des gens, aide la croissance. On regarde la deuxième phase des projets d'hydrocarbures au Sénégal. On regarde la Namibie, qu'est-ce qu'ils vont faire des découvertes d'hydrocarbures chez eux. En Mozambique, le gaz au nord de Total Energy. Donc il y a certains très grands projets qui vont dans les pays où ils sont en train de se passer faire une très grande différence sur la croissance. Parce que ce sont des projets d'assez grande envergure pour influencer le PIB du pays tout entier. Ouais. Donc ce sont de grands projets importants. Et justement, avant de continuer avec nos deux autres invités, je vous propose de suivre ce sujet, donc préparé par la rédaction, sur justement ces secteurs que nos invités viennent d'évoquer et leur comportement attendu durant cette année 2026. La croissance économique du continent africain devrait s'accélérer, avec une estimation autour de 4% en 2026, portée notamment par une diversification progressive des économies malgré un contexte mondial incertain. Cette croissance économique devrait se faire via 4 secteurs principaux.
L'énergie renouvelable, avec de forts investissements dans le solaire, l'éolien et l'hydrogène, l'Afrique vise une transformation énergétique majeure d'ici 2030. La télécommunication et le digital devraient aussi représenter un secteur clé avec une montée rapide du mobile 4 et 5G et des services fintech dans plusieurs pays. L'agriculture et l'agro-industrie devraient également connaître une transformation de leur chaîne de valeurs agronomiques avec des exportations de produits à haute valeur ajoutée. Enfin, l'infrastructure et la logistique du continent devraient connaître un fort développement avec de nouveaux ports, des corridors de transport, des zones industrielles pour connecter Afrique et Europe. Une tendance globale sera à constater avec l'intégration régionale et l'urbanisation qui accélérerait la demande dans les services, la finance numérique et le commerce intra-africain. Au Maroc, selon les projections économiques officielles, la croissance devrait rester robuste avec des contributions fortes de secteurs à haute valeur ajoutée, tant agricoles que non agricoles. Dans les secteurs de l'industrie manufacturière, de l'export, dans l'automobile et dans la mobilité électrique, le Maroc est déjà un hub automobile africain avec des investissements massifs dans les usines de production, y compris l'orientation vers les véhicules électriques et les batteries. Dans l'aéronautique, le cluster est en pleine expansion autour de Casablanca, intégrant de nombreux grands acteurs internationaux. Ces industries permettent de stimuler les exportations, de créer des emplois qualifiés et d'attirer des chaînes de valeur globale. Il y a aussi les énergies renouvelables et l'hydrogène vert où le Maroc excelle. Le pays vise à dépasser les 50% d'électricité renouvelable d'ici 2030 avec des projets solaires, éoliens et d'hydrogène vert en développement. Ce secteur attire aussi des investissements étrangers et prépare des exportations d'énergie vers l'Europe et l'Afrique. Aussi, les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie montent en puissance. La dynamique touristique s'est renforcée, près de 20 millions de visiteurs en 2025 et des objectifs ambitieux pour 2030, grâce à la forte croissance du tourisme culturel, balnéaire, d'affaires et sportif. Le digital et les technologies en général ne sont pas en reste. Sur ces secteurs également, le Maroc s'affirme comme hub technologique en Afrique. L'industrie des jeux vidéo et du service numérique se développe aussi comme source d'emploi. Enfin, l'agriculture moderne et l'agro-industrie poursuivent leur montée en puissance. Une agriculture dynamique, forte en production céréalière et développant une montée en gamme vers ses produits exportables. Alors, on vient de suivre donc ce sujet préparé par la rédaction. Alors, professeur Séraphin, vous qui nous parlez donc depuis Paris, on aimerait aussi voir, par exemple, en ce qui concerne le cas de l'Afrique de l'Ouest. Je rappelle que vous êtes donc professeur à l'université universitaire en Côte d'Ivoire. Parlez-nous justement de la croissance, peut-être pas seulement de la croissance, mais surtout de ces secteurs dynamiques dans la sous-région ouest-africaine. Bon, au niveau de notre sous-région ouest-africaine, je pense que ce sont les mêmes secteurs. D'abord, le secteur agricole. Mon pays, la Côte d'Ivoire, vous savez, le secteur agricole représente 25% du PIB et emploie à peu près 60% de la population active. Lorsque vous prenez notre pays frère, que j'aime beaucoup, le Sénégal, le secteur agricole représente à peu près 17,4% et emploie 23% de la population. Vous prenez également le Ghana, c'est autour de 22% en termes de PIB et 45% au niveau de la population active. Vous prenez le Nigeria, c'est à peu près pareil, 20% du PIB, 70% des emplois. Donc vous voyez que le secteur agricole représente fondamentalement une part très importante, n'est-ce pas, de la dynamisation de la croissance dans notre zone. Deuxièmement, le secteur des infrastructures. Mon pays, la Côte d'Ivoire, vous le savez, monsieur le journaliste, de 2011 à 2025, le président Ouattara a investi plus de 8 500 milliards de francs CFA dans les infrastructures. Et quand je parle d'infrastructures, ce sont les infrastructures en matière de ponts, de routes, au niveau sanitaire, au niveau de l'école, au niveau des universités, au niveau des énergies renouvelables. Donc il y a un effort fondamental qui a été fait. Et puis également encore le secteur minier. Quand vous prenez par exemple le Sénégal, en cette année 2026, je pense que le Sénégal va profiter énormément, n'est-ce pas, de son pétrole et de son gaz. Selon les projections, n'est-ce pas, du ministère, le Sénégal attend à peu près 92 milliards de francs CFA issus des recettes, n'est-ce pas, du gaz et du pétrole. C'est énorme.
En Côte d'Ivoire, également pareil. Aujourd'hui, le secteur minier représente 5% du PIB dans notre pays. Donc, je pense que fondamentalement, ces secteurs-là vont continuer à dynamiser effectivement l'économie ivoirienne. Il ne faut pas oublier la transformation structurelle. Aujourd'hui, c'est vrai que nous pleurnichons parce que l'Afrique est en retard. Mais je voudrais que nous tempérions effectivement cette crainte parce qu'il y a quand même un changement. C'est vrai que ce changement, il est lent, mais il y a un changement. Aujourd'hui, au Sénégal comme en Côte d'Ivoire, le secteur, je veux dire, manufacturier de l'industrie représente à peu près 23%. Ce n'est pas rien, ce n'est pas du tout rien. Nous sentons effectivement que cette transformation, elle est là, mais il faut qu'elle soit accélérée. Et je pense que 2026, en tout cas, pour ce que j'ai compris du discours du 31 décembre du Diomaye Faye et de mon président Alassane Ouattara, je pense que ces secteurs-là vont être très dynamisés et très dynamiques en 2026. Un secteur, donc, des secteurs extrêmement dynamiques qui sont attendus au cours donc, de cette année. Alors, vous avez beaucoup, comme toujours, donc, disons, quand on parle de l'économie africaine, ces exportations de matières premières, notamment des énergies fossiles. Alors, là, je mets le cap sur Douala pour voir avec notre ami Paul-Francis Nathanaël. Aujourd'hui, sur la base de l'exploitation des ressources d'hydrocarbures, pensez-vous réellement que les pays africains s'en sortent? Oui, disons que, merci pour la question. Bon, nos États ne s'en sortent vraiment pas. Mais au cours de l'année 2026, le secteur des hydrocarbures va légèrement être en augmentation grâce à des investissements notables en exploration et en production. Principalement le offshore à Mozambique, en Angola et au Nigeria. Et le offshore stimulé par l'augmentation des prix et de nouveaux projets. Par exemple, le monsieur vient de parler de la Côte d'Ivoire, de la Namibie et de l'Algérie. Bon, quant au Cameroun, mon pays, le secteur pétrolier se concentre sur la reprise de la production du brut et des investissements dans des infrastructures, notamment la raffinerie de Kribi pour 2026. Notamment donc cette raffinerie de Kribi qui est très attendue. Alors, François Condradi, tout à l'heure, vous évoquiez ces cas par pays. Donc, si on prend les différents pays, on a cité le cas du Sénégal, le cas de la Côte d'Ivoire, le Cameroun, entre autres. Aujourd'hui, si on prend le cas de pays par pays, comment ces secteurs-là vont émerger selon les économies? D'accord. Alors, au Sénégal, donc le Sénégal traverse donc une période d'incertitude fiscale assez grave, où on doit regarder comment... Alors, il y a un effet où le gouvernement s'attend à une augmentation très sérieuse de ses revenus, presque 40% année sur année, ce qui peut... Si le gouvernement se montre trop agressif par rapport au major des hydrocarbures, ça peut influencer les décisions de BP et de Woodside par rapport aux phases 2. Donc ça, c'est une négociation compliquée où le FMI peut assister. Donc là, ça devient une question politique où on dirait que le ministre des Finances, Cheikh Diba, et le Premier ministre ne sont pas sur la même longueur d'onde par rapport à une restructuration de la dette. D'ailleurs, le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a récemment fait savoir qu'il n'est pas question de restructurer la dette sénégalaise. Il a répété ça hier, oui, effectivement. Et nous pensons que le FMI insistera sur une restructuration en échange d'un programme. Donc ça, tout ça reste à voir. Mais bon, la promesse des hydrocarbures offshore du Sénégal reste présente et très promettrice. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit les secteurs pays par pays. Alors, à part les hydrocarbures, au Sénégal, il y a aussi la logistique, qui est un secteur vraiment où il y a beaucoup à faire et on peut voir que le gouvernement est conscient de ce qu'il y a à faire. Donc il y a le développement d'un port offshore et la réfection de la ligne ferroviaire jusqu'au Mali. Donc ça, ce sont des projets qui peuvent débloquer beaucoup d'activités et faciliter beaucoup d'activités économiques. À part ça, en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire
depuis les 15 ans là, du président Ouattara, a beaucoup gagné du développement des infrastructures et de la réunification presque d'après les divisions des guerres, à permettre aux Ivoiriens de se déplacer et de faire du commerce à travers le pays. Et ça va continuer dans les 5 années de son dernier mandat. Au Maroc, donc, les grands projets structurants, je suis sûr que vos spectateurs sont très familiers avec tout ça, mais ce sont des projets qui sont en train de transformer le maillage économique marocain. Et donc en Afrique de l'Est, il y a des projets similaires dont on en parlait. En Ouganda, le pipeline et les projets pétroliers du lac Albert, et le pipeline qui va transporter ce pétrole jusqu'à l'océan Indien. Ces mêmes projets influencent ce qui se fait en Tanzanie, avec en plus un chemin de fer. Il y a dans la Corne d'Afrique, là aussi, il y a des questions politiques assez sensibles, mais là, la population immense de l'Éthiopie présente des opportunités logistiques sur toute la Corne pour des opérateurs de faciliter le commerce. Surtout que l'Éthiopie n'a pas un accès à la mer. C'est ça. Et l'Éthiopie n'a pas d'accès à la mer. En ce moment, tout passe par le Djibouti. Mais les Éthiopiens sont très clairs dans leur volonté d'avoir un port sur lequel ils auront plus un regard. Et ceci est en train d'influencer les développements en Somalie, y compris, il n'y a pas longtemps, la reconnaissance israélienne du Somaliland. Donc tout ça, c'est très... ça cause c'est controversé politiquement, tout ça. C'est ça. Mais encore une fois, le fait est qu'il y a plus de 100 millions d'Éthiopiens qui ont besoin de faire du commerce de produits qui viennent par la mer. En Afrique du Sud, on voit des bonnes nouvelles dans le transit aussi. On a surpassé certains problèmes dans les ports à conteneurs sud-africains. Et surtout, la bonne nouvelle en Afrique du Sud, c'est que les délestages d'électricité sont maintenant passés. En décembre, nous avons marqué 200 jours sans coupure d'électricité. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour tous les industriels et qui se voit clairement dans les chiffres des PIB des 2 derniers trimestres de l'année dernière. Quoi d'autre à part ça, aussi, le Maroc et l'Égypte. Oui. On peut voir la volonté chinoise et asiatique, il y a aussi des Coréens dans l'histoire, qui maintenant viennent placer relocaliser leurs entreprises industrielles en Égypte et au Maroc. Surtout dans le nord du Maroc, ici à Tanger, où nous nous trouvons d'ailleurs au passage. Oui, voilà. Et tout cela, c'est très bien. Et l'Égypte, en même temps que ça, bénéficie de la dépréciation de la livre, qui a été douloureuse pour la population égyptienne qui s'est retrouvée face à des prix plus élevés pour les produits de consommation. Mais maintenant, la période la plus douloureuse est dans le passé. Et on peut voir comment cette livre pas chère débloque des investissements industriels et aussi relance l'activité touristique. Parce que maintenant, l'Égypte, encore une fois, est une destination pas chère. C'est une destination touristique majeure. Disons que c'est le revers de la médaille, mais vu d'un angle positif. Pour ce qui est de la dépréciation donc, de la monnaie égyptienne. Voilà. Alors, je pense que vous venez de dresser là, de faire un tour d'Afrique, disons-le, par rapport à ces pays dans lesquels on peut s'attendre à faire émerger certains secteurs. On avait vu tout à l'heure le cas de l'Afrique de l'Ouest, avec le professeur Séraphin Prao Yao. Alors, je vais aller à Douala, retrouver notre invité Paul Nathanaël. Alors, on sait que l'Afrique centrale est habituellement la région aux grandes, disons, ressources naturelles, en tout cas en termes de réserves, aux grandes réserves en termes de ressources naturelles. Alors, en Afrique centrale, je parle bien évidemment de la RDC, du Cameroun, de la Centrafrique, tout ça. Quelles sont aujourd'hui les tendances en termes de développement sectoriel pour booster la croissance en cette année? Oui, vous savez, c'est vrai que nous sommes tributaires des ressources naturelles, mais nos États sont en train de diversifier. Nous aurons une année décisive
qui sera marqué par des restructurations stratégiques des politiques de substitution aux importations et une augmentation de la productivité agricole, et avec des infrastructures aussi. Et les investissements considérables, en particulier dans le domaine de l'énergie et des travaux publics, favoriseront la croissance régionale de la CEMAC au Cameroun et au Congo. En même temps, les minerais stratégiques pourraient nous amener vers une croissance. L'intégration industrielle, la transformation pour la production, les minerais indispensables aux technologies écologiques comme le lithium, le cobalt, le graphite, les terres rares et le nickel. Donc ces éléments vont nous booster pour 2026 en Afrique centrale. Mis à part les hydrocarbures. Mis à part les hydrocarbures. Alors, nous allons rester sur ce secteur des hydrocarbures parce que c'est un secteur stratégique. Et là, je vous propose d'aller au Sénégal. Là, on a beaucoup parlé du Sénégal depuis le début de l'exploitation pétrolière. Allons voir depuis lors comment se porte l'économie sénégalaise et surtout comment essaie-t-on de faire face donc à cette nouvelle donne d'exploitation pétrolière. En 2025, l'exploitation des hydrocarbures au Sénégal a connu une progression significative, dépassant les objectifs initiaux. Cette dynamique est portée principalement par le champ pétrolier de Sangomar et le projet gazier GTA entre la Mauritanie et le Sénégal. Selon le rapport 2024 de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, un volume de production record a été enregistré. Le Sénégal a exporté près de 14 millions de barils de pétrole sur une production totale estimée à environ 17 millions de barils, pour une valeur globale de 641 milliards de francs CFA. Si vous regardez le site du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, il y a des informations qui sont partagées de façon régulière sur la production de pétrole et on voit que c'est en train d'augmenter. En ce sens, on peut dire qu'il y a une évolution. Il y a aussi la loi qui encadre le secteur extractif, des lois qui encadrent le secteur extractif, notamment dans le secteur des hydrocarbures. On a une loi sur la répartition des revenus issus du secteur des hydrocarbures. Donc, dans cette loi, on nous dit que 90% des revenus est affecté au budget de l'État. Sur le plan économique, l'impact est majeur. La contribution du secteur extractif à l'économie sénégalaise est estimée à 456 milliards de francs CFA en 2024, dont près de 435 milliards ont été directement versés au budget national. On a eu quand même une croissance économique qui est passée de 4,3% à 6,1% en principe. Croissance réelle de 4,5% à plus ou moins 5%. Ça, ce qui veut dire qu'aussi, il y a des paramètres qui sont entrés en jeu qu'il faut considérer aussi. Cette performance se traduit également par une augmentation substantielle des recettes fiscales, ce qui contribue au financement des politiques publiques et des investissements structurants. Ces recettes-là sont encore timorées dans la mesure où c'est normal parce qu'il y a une phase, il y a l'euphorie de lancement de l'exploitation, donc les gens investissent. Après, il y a une période de stabilisation. En 2026, les indicateurs économiques sont au vert en matière de production et d'exportation d'hydrocarbures. Toutefois, la pérennité de cette dynamique repose sur la posture des investissements dans le secteur de l'énergie. On peut être optimiste parce que vous l'avez dit, il y a le développement du projet GTA, il y a Sangomar qui a commencé sa production. Il y a aussi d'autres initiatives qui sont prises en compte, qui sont initiées par l'État, notamment la réforme des 3 codes miniers, pétroliers et gaziers, pour que ça profite plus aux Sénégalais. Le pétrole et le gaz redessinent désormais les perspectives économiques du Sénégal pour l'année 2026. Les défis restent nombreux, notamment en matière de gouvernance, de transparence et de valorisation locale des ressources. Nous venons de suivre donc cet exemple sénégalais, le Sénégal qui a commencé depuis l'année dernière, il faut le dire,
à exploiter son pétrole et son gaz. Alors, professeur Prao Yao, vous nous avez tout à l'heure parlé de l'importance de ces secteurs dans les économies ouest-africaines. Aujourd'hui, en termes, parce que quand on parle souvent du secteur des industries extractives, ce n'est pas que l'extraction et l'exportation des matières premières, il y a aussi tout un pan de la pétrochimie qu'on peut en développer, de raffinage, entre autres. Sur ce plan-là, comment voyez-vous les pays comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal qu'on vient de citer, comment voyez-vous ces pays profiter de ces ressources naturelles pour développer cette partie de leur industrie? Bon, je pense que dans un premier temps, il faut dire que ces pays-là disposent d'un fort potentiel. Mais encore faut-il que ces pays-là transforment effectivement les ressources tirées de ces les ressources financières tirées de ces hydrocarbures pour développer effectivement les pays. Et je pense que quand vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, même un pays comme le Nigeria qui est un grand pays exportateur de pétrole, producteur de pétrole, ce n'est que tout récemment que Aliko Dangote a mis en place une raffinerie. Et c'est le problème majeur, pour ne pas dire le problème, l'éternel problème des pays producteurs en Afrique. Ailleurs, quand vous prenez les pays qui profitent du pétrole, ce sont des pays qui ont des raffineries. Et non seulement des raffineries, mais ont une deuxième industrie dérivée, effectivement, de ces matières premières. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des produits dérivés, effectivement, du pétrole, du gaz, pour que nous puissions avoir ce que j'appelle une niche et créer de nombreux emplois. Parce que vous êtes sans savoir que le secteur de l'industrie extractive, ce n'est pas un secteur qui emploie beaucoup de locaux, vous le savez, parce que c'est un secteur qui est intensif en capital, et donc il suffit d'avoir quelques pipelines, quelques gros appareils qui sont sur l'eau, et ça pompe le pétrole, et puis c'est fini. Et vous savez bien que en Afrique et surtout dans tous les pays qui disposent de ces ressources-là, ces pays sont généralement frappés de ce qu'on appelle la malédiction du pétrole, la malédiction des ressources naturelles. Ça veut dire que ces pays-là ont ces ressources-là, mais on ne voit rien. Quand vous prenez par exemple l'exemple de l'Angola, l'Angola, pendant pratiquement 10 ans, quand Eduardo Santos était aux affaires, l'Angola, dont le pétrole, dont les recettes fiscales proviennent à peu près à 90% du pétrole, voyez-vous. Et donc, du coup, l'économie dépend intimement de cette matière brute, mais pas des produits transformés. C'est une erreur. Et aujourd'hui, quand le prix du baril de pétrole baisse, effectivement, l'Angola est en crise. Alors que si on avait mis en place de façon concomitante, pendant que nous exploitons effectivement cette matière première, nous avons mis en même temps de façon concomitante une industrie de produits dérivés, c'est-à-dire la pétrochimie, etc. Et Dieu seul sait qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire là. Voilà des pays, messieurs les journalistes, que nous pouvons citer en exemple. La Malaisie. La Malaisie est un pays qui a les mêmes caractéristiques que la Côte d'Ivoire et même le Sénégal et même le Ghana. La Malaisie produit le cacao, le café, les palmiers à huile, l'EVA. Mais aujourd'hui, la Malaisie est un pays qui tend vers effectivement l'émergence parce qu'aujourd'hui, l'agriculture ne contribue qu'à 8% du PIB de la Malaisie. Tout l'essentiel de l'économie malaisienne est tiré par les services et l'industrie. Nous pouvons faire pareil. La Malaisie n'a pas seulement compté que sur l'agriculture, mais d'abord, on a transformé l'agriculture vers l'agro-industrie. Et maintenant, au niveau de l'exploitation des ressources minières, eux, ils sont allés vers, effectivement, les circuits intégrés, l'électronique, l'électrique. Donc, voilà, à mon humble avis, les exemples que nous devons prendre, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et bien d'autres pays. Parce que quand tu prends l'Afrique est un scandale géologique. Prenez la Libye. La Libye fait combien? 48,4 milliards de barils de pétrole. Vous prenez aujourd'hui la Guinée, le pays, la Guinée, qui est un scandale géologique. La Guinée aujourd'hui, c'est la première réserve mondiale de bauxite, deuxième producteur. La Guinée dispose de fer plus de 4 milliards de tonnes. En or, 700 tonnes. En diamant, 40 millions de carats. Vous prenez également le Niger. Au niveau de l'uranium, on n'en parle pas. Vous prenez l'Ouganda. Vous prenez le Soudan du Sud. Ben, voilà, nous avons tout en Afrique pour être vraiment une puissance, je veux dire industrielle, si nous savons transformer le potentiel des hydrocarbures, le potentiel
en termes de ressources minières, pétrolières, vraiment en une forte industrie. Et cela exige effectivement qu'à côté de cette exploitation-là, il y ait concomitamment une industrie de produits dérivés issus de ces matières premières-là. Sinon, ce seraient les multinationales qui vont tirer profit et nous n'allons rien avoir. Et nous allons finalement dire que ces ressources naturelles ont plus créé des problèmes que de bien. En tout cas, alors, François Conradi, on a vu qu'il y a quelques années, depuis peut-être nous qui sommes jeunes, dirons que depuis au minimum une décennie, il y a pas mal de stratégies de transformation locale des ressources naturelles. Alors, quel bilan peut-on faire de cela? On peut dire que ça avance, mais ça avance trop lentement. Notre collègue vient de parler de raffinerie. Bien sûr, au Nigeria, il y a la grande raffinerie de Dangote qui a vraiment changé la balance commerciale d'un grand pays. Hein. Donc ça avance, mais c'est trop lent. Il y a des projets en cours en RDC qui sont intéressants. En Ouganda, le président Museveni, pendant longtemps, parlait d'exiger une raffinerie, mais finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, le pétrole va finir par être exporté brut. Donc, il y a des avances, mais c'est trop lent, disons. C'est trop lent et il y a trop de... les économies ont été structurées depuis plus d'un siècle autour de l'exportation de matières brutes. Donc, tout est déjà en place pour cela. Et le capital manque. Donc, quand il y a un acheteur qui est là aujourd'hui, qui va payer pour pour la matière brute, c'est ce qui a tendance à se passer. On a besoin de beaucoup de coordination et vraiment une volonté politique pour faire en sorte que ce projet aboutisse. Mais en parlant de la Guinée, encore une fois, là, il y a eu une bonne nouvelle en Simandou, le projet Simandou. Pendant longtemps, les grandes sociétés minières insistaient pour que le chemin de fer soit court et passe par le Libéria. Et le gouvernement guinéen a insisté que pour un chemin de fer plus long, qui puisse ajouter de la valeur sur d'autres aspects. Voilà. Et c'est le gouvernement qui a eu raison. Maintenant, voilà, donc à terme, cette compétition entre les autres puissances, entre les Occidentaux et les Chinois pour les ressources africaines, peuvent être à l'avantage de l'Afrique, parce que nous pourrons donc négocier pour avoir une plus forte valeur ajoutée domestique. Donc une plus forte valeur ajoutée. Alors, Paul-Francis Nathanaël, vous qui êtes expert en ressources naturelles, justement par rapport à cette transformation-là, François Conradi vient de parler des problèmes liés au capital, mais selon vous, quelles autres difficultés voyez-vous à atteindre cette transformation locale des ressources naturelles? Bon, écoutez, c'est une bonne idée de transformer, mais le véritable problème réside au niveau de la gouvernance extractive. Si nos ressources naturelles sont gérées de manière équitable et sans corruption, les pays africains pourraient tirer l'épingle du jeu. Mais vous voyez, c'est un secteur qui est pourri par une corruption endémique. Et il y a certains États, certains co-contractants qui viennent dans des pays africains, au lieu de faire ce qui a été décidé dans le cahier de charges, dans les conventions et contrats et autres, eux, ils passent outre. Ils passent par la voie de la corruption. Et justement, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, en Afrique, le véritable problème, c'est la gouvernance extractive. Nos ressources naturelles sont mal gérées. Elles ne sont pas gérées durablement. Tant qu'elles ne sont pas gérées durablement, on ne pourra réellement pas transformer sur place. On pourra le dire tout le temps, on va faire le discours, mais tant que la gouvernance extractive elle-même est émaillée par la corruption, on ne pourra pas véritablement décoller.
Alors, cela dit, je reste avec vous, hein, parce que vous dites est intéressant. Alors, vous êtes expert en négociation aussi par rapport à ces ressources, à ces contrats-là. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur les contrats qui sont signés pour l'extraction ou bien pour la... Alors, il est vrai qu'on parle souvent de l'exploitation, mais aussi l'exploration pétrolière et des ressources. Paul-Francis Nathanaël. Oui, écoutez, nos codes extractifs sont très bien rédigés, mais seulement ceux qui les rédigent ne sont pas les Africains eux-mêmes, pour la plupart des cas. Et au niveau de la négociation, les co-contractants tirent la couverture de leur côté. Ils tirent la couverture de leur côté et nous pensons que la plupart des contrats pétroliers ou miniers doivent être revus. Et les législateurs africains doivent mettre un point d'honneur sur le local content, le contenu local. Et c'est ça qui est le problème chez nous, en réalité, le contenu local. Et puis maintenant, il n'y a pas comment on appelle ça, on demande ça aux contractants de nous envoyer leurs techniciens, leurs ingénieurs sur place. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Ils nous cachent leur technicité. Donc voilà le véritable problème. On signe les conventions, mais sur le terrain, elles ne sont pas respectées. Sur le terrain, donc il y a un problème. Donc je pense qu'il faut... Oui, allez-y. Il faut revoir nos conventions là et mettre les praticiens, les techniciens au moment de la signature. Parce que généralement, ces contrats sont signés par des fonctionnaires. Qui ne sont certainement pas peut-être des réalités, des fois, peut-être des évolutions sur le terrain. Alors, professeur Prao Yao, il y a aussi un secteur, hein, peut-être qu'on n'évoque pas souvent, mais qui a toute son importance. Je pense au secteur du digital et de l'économie numérique, notamment l'intelligence artificielle. Où en sont les pays africains? Je pense que le secteur du digital, dont l'économie numérique, est un secteur très important. Dans mon pays, la Côte d'Ivoire, par exemple, ce secteur représente à peu près 9% du PIB, c'est énorme. Aujourd'hui, l'Afrique, je pense a une population très jeune. Et ce sont les jeunes qui sont friands, effectivement, de tout ce qui est informatique, de tout ce qui est numérique, tout ce qui est digital. Monsieur le journaliste, je voudrais vous dire que l'Afrique n'a pas droit, n'est-ce pas, à rater, effectivement, ce grand rendez-vous. C'est un grand rendez-vous du donner et du recevoir, qu'est le rendez-vous de l'ère de l'intelligence artificielle. Nous avons raté, nous, autres pays africains, le rendez-vous, n'est-ce pas, de la révolution industrielle. Lequel rendez-vous, effectivement, le train a amené les pays asiatiques, ce qu'on appelle aujourd'hui les pays émergents, les tigres, aujourd'hui, qui sont aujourd'hui bien logés par rapport à nous, alors qu'ils étaient aussi pauvres comme nous. Je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de rater ce grand rendez-vous de l'intelligence artificielle. Nous avons une population jeune, aux alentours de 70% de la population africaine. Je pense que c'est une chance. Nous devons profiter. Et donc, nous devons investir puissamment dans l'innovation pour qu'on puisse profiter. Aujourd'hui, monsieur le journaliste, l'Afrique consacre 0,5% de son PIB à la recherche et développement. C'est très faible. Aujourd'hui, la moyenne mondiale, c'est 2,2% du PIB consacré à la recherche et développement. Lorsque vous prenez Israël et que vous prenez aussi la Corée du Sud, c'est aux alentours de 4,4% de leur PIB. C'est énorme. C'est pourquoi ces pays-là profitent. La Corée du Sud ne fabrique pas les voitures au hasard. La Corée du Sud ne va pas faire la robotisation au hasard. Dans la santé, dans l'agriculture, dans l'éducation et dans tous les secteurs aujourd'hui, l'intelligence artificielle y est, le numérique y est. Le Japon, voilà l'exemple. Donc je pense que les pays africains doivent tout faire, investir dans l'innovation, investir dans la recherche et développement, doter nos universités effectivement de cette capacité-là pour pouvoir endogénéiser effectivement ces connaissances. Et je pense que l'Afrique est le terreau très fertile pour ça parce que nos populations sont jeunes. Aujourd'hui, lorsque nous prenons nos enfants, à peine 5 ans, ils rentrent effectivement dans les fonctionnalités que nous ne connaissons pas du tout. Et donc aujourd'hui, je pense que nous ne devons pas rater aujourd'hui ce rendez-vous de l'intelligence artificielle parce qu'il est partout. En santé, je vous ai dit, aujourd'hui, en matière de gestion des risques, moi, par exemple, à l'université,
Tous mes étudiants que j'encadre en Money Bank Finance font aujourd'hui du machine learning, du deep learning pour essayer d'apprécier les risques bancaires. Et je peux vous avouer que cette technologie-là aide énormément en termes d'efficacité. Donc je pense que l'Afrique, certains pays sont un peu en avance par rapport à l'Afrique de l'Ouest. Quand vous prenez par exemple le Kenya avec M-Pesa au niveau du secteur financier qui existe depuis longtemps, vous prenez l'Afrique du Sud, ils sont en avance. Vous prenez le Rwanda aujourd'hui, le Rwanda, qui est vraiment une terre fertile pour ces nouveaux développements de l'outil informatique et tout ce qui va avec. Je pense que l'Afrique tout entière vraiment est disposée et nous devons encourager nos gouvernements à investir puissamment des ressources pour que ce secteur-là puisse nous aider. Et je le dis encore une fois, pour terminer, que nous ne devons pas rater cette fois-ci la révolution de l'intelligence artificielle. Nous avons raté le rendez-vous de la révolution industrielle. L'Afrique n'a pas le droit de rater cette fois-ci la révolution de l'intelligence artificielle. La révolution donc numérique qu'il faut accrocher. Alors François Conradi, vous connaissez bien le continent, vous voyez les différentes tendances. Pensez-vous que vraiment les pays africains sont en train de réussir le coche, pas de rater le coche, mais en tout cas de bien s'accrocher à ce train-là de l'intelligence artificielle? Oui, sur ce plan, le professeur a insisté sur le fait que l'importance de cela, pour l'Afrique aussi, de participer au développement de l'IA sur le continent. Et là, je suis optimiste. Je pense que en parlant à des gens qui sont dans le secteur ou en allant à des conférences, on peut voir il y a vraiment une conscience. Les gens sont conscients de l'importance de cela et il y a des projets pratiques de formation des talents et aussi d'investissement dans les centres de données. Ça, c'est par là qu'il faut commencer. Parce qu'effectivement, tout comme nous exportons nos matières premières à des bas prix, on a un déficit sur le compte service au profit des sociétés californiennes qui font de l'hébergement, qui font la pub sur les sites web. Microsoft, bien sûr, qu'on paye pour chaque personne qui utilise Excel, envoie un peu d'argent aux États-Unis tous les ans. Là, il y a une conscience. Donc, sur ça, je suis optimiste. Mais peut-être qu'il est important, bien sûr, de regarder l'avenir, le tout nouveau, le tout beau. Mais maintenant, il y a des technologies web un peu plus âgées où on peut, sur l'hébergement par exemple, ou la publicité, il y a des sociétés africaines qui sont parfaitement capables de faire ce que fait Google sur ça. Peut-être pas encore sur l'IA, mais sur héberger des publicités, etc. On peut faire ça. Donc peut-être qu'il y a dans des business un peu moins à la mode ou tendance, il y a de l'argent à se faire. Donc le potentiel, il est bien là, il est bien réel. Oui. En tout cas, c'est à voir. Alors, Paul Francis Nathanaël, il est vrai que vous êtes plutôt du côté des ressources naturelles, mais ne pensez-vous pas que, comme des pays l'ont fait, on pense notamment à la Norvège, que dans ces ressources naturelles-là, on impose peut-être des parts de l'exploitation pour pouvoir financer la recherche et le développement, notamment dans le domaine numérique? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous savez, l'intelligence artificielle est une aubaine pour les pays africains, même pour le secteur extractif. Mais seulement nos pays ne sont pas encore arrimés à l'intelligence artificielle. Nous avons un sérieux problème de cybersécurité qui nous dérange, mais les pays africains gagneraient à faire comme la Norvège s'ils veulent aller plus loin dans leur production pétrolière et la commercialisation. Et par exemple, le Rwanda a fait un sommet dédié à l'IA qui est prévu en avril l'année prochaine, de cette année. Les États africains gagneraient à envoyer leur ministre chargé de cette question-là à y participer. En tout cas, c'est une belle recommandation. Alors, professeur Yaou Prao, vous avez tout à l'heure, en tout cas, fait ce plaidoyer-là. Alors, est-ce que vous voyez aujourd'hui, en termes de benchmark,
dans toujours ce secteur de l'IA, qu'est-ce qui peut inspirer les pays africains? Bon, en termes au niveau de l'intelligence artificielle, vous voulez dire? Bon, au niveau de l'intelligence artificielle, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre les pays asiatiques. Vous prenez le Japon, ces pays vraiment ont massivement investi dans tout ce qui est numérique. Vous prenez, il a dit tout à l'heure, le collègue Nathanaël, que des pays comme la Norvège, Malte, la Lituanie, des pays ont tout dématérialisé. Aujourd'hui, c'est la norme, en fait, aujourd'hui. C'est comme si on disait, est-ce que nous devons rentrer dans la mondialisation? La question ne devait même pas se poser. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de l'intelligence artificielle. Tout est artificiel. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, les pays africains, dans tous les cas, il n'y a pas de questions à se poser. Les questions que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce que nous devons faire pour que l'intelligence artificielle soit partout, autour de nous. C'est ce que nous devons faire. Et je pense que quand vous prenez un pays comme le Rwanda et le Kenya, bon, c'est des pays quand même, surtout le Rwanda. Le Rwanda n'a pas de matière première en tant que telle. Aujourd'hui, c'est une économie de services. Mais je pense que le Rwanda compte énormément et a beaucoup fait déjà, je veux dire, en matière de la médecine. Il y a très longtemps déjà que le Rwanda a robotisé tout. Aujourd'hui, pour pouvoir desservir, par exemple, ou servir les hôpitaux les plus reculés dans les zones montagneuses, on n'a plus besoin d'envoyer un véhicule ou une voiture. Non, simplement, vous prenez les drones, vous mettez effectivement les poches de sang effectivement sur les drones et ça vous dépose là-bas dans l'hôpital. Voyez-vous? Et dans bien des secteurs, au niveau de l'agriculture, au niveau de la finance, au niveau des assurances, dans tous les secteurs, même au niveau de la gouvernance, même de l'administration, il y a aussi l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, ce que je puis vous dire, c'est que nous devons investir puissamment. Nos États n'investissent pas puissamment au niveau de l'éducation et de la recherche. Je viens de vous dire que nous consacrons en Afrique 0,5% du PIB. C'est une honte. C'est une honte. La norme, c'est 1%. Et donc, du coup, si d'ici 2030, nous pouvons ne serait-ce que consacrer, parce que l'intelligence artificielle utilise la matière grise, monsieur. L'intelligence artificielle n'utilise pas le pétrole, le cacao, tout ça, c'est la matière grise. Donc, du coup, nous devons investir puissamment dans la matière grise pour que nous puissions profiter. Mais, monsieur le journaliste, il y a beaucoup de défis. Il y a beaucoup de défis qui nous attendent. Certainement, nous aurons l'occasion de revenir sur ces défis dans une prochaine émission. Mais une dernière question, parce qu'il nous reste à peine 2 minutes, à François. Alors, on a vu le choc en Ukraine, on a vu le Covid. Pensez-vous que l'économie africaine a appris de ces chocs-là et aujourd'hui immunisée face à de nouveaux chocs? Non, je ne crois pas. Non. Enfin, ce sont des chocs externes, exogènes, et il n'est pas possible de s'en immuniser contre ça sans fermer son économie et rater l'occasion de tirer avantage du commerce international. Donc, bon, un choc similaire aura les mêmes effets à l'avenir, surtout sur les prix. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose dont nous ne manquerons pas d'évoquer à nouveau. Merci à vous, François Conradi, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes économiste senior à l'Economics Oxford Africa. Merci d'être passé nous voir à Tanger. Merci. Merci également au professeur Prao Yao Séraphin. Il est maître de conférence agrégé en économie. Il était en duplex avec nous depuis Paris. Merci également depuis Douala à Paul-Francis Nathanaël, expert en droit des ressources naturelles et du développement durable. Merci à vous deux également d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver notre émission Éco-Débat sur notre site www.medientv.com. Bonne suite de programme sur Média et à la semaine prochaine, Inch'Allah.